Bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1. Là, le bonheur, selon une célèbre citation, se trouve dans les petites choses. Matin Bonheur l'a si bien compris que de lundi au vendredi, c'est un assemblage de petites choses qui vous est servi à travers les rubriques que nous vous proposons pour vous permettre de passer une agréable journée. Bonjour à tous, encore et bienvenue sur RTI 1, la chaîne citoyenne pour la seule et unique matinale télé de Côte d'Ivoire. À présent, nous recevons M. Nguessan Kouakou, président de l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Bonjour, Bonjour. M. Nguessan, et c'est dans le cadre de l'invité actuel. M. Nguessan, la semaine dernière, vous étiez avec Naomi, à qui on passe le bonjour, et avec elle, vous aviez abordé la question de la nouvelle carte d'identité et de certaines contraintes qui sont liées à cette nouvelle carte d'identité-là. On va revenir sur certains des axes que vous aviez abordés, notamment le retard dans la production. À ce sujet, qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Depuis 2018, la décision avait été prise, la loi a été votée pour que les anciennes cartes d'identité soient remplacées par les nouvelles cartes d'identité que nous avons ici. Et depuis cette date, beaucoup de gens sont allés dans des centres d'enrôlement pour obtenir le précieux sésame. Je vous assure que depuis 2018, il y en a qui sont partis, ils ont fait leur enrôlement en 2018 et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore eu leur carte. Donc, depuis l'émission du mardi passé, nous avons eu près de 600 appels pour dire que nous avons des problèmes. Alors, on se demande, mais pourquoi est-ce que depuis cette date jusqu'à ce jour, les cartes d'identité ne sortent pas? On s'est rendu à l'office... oui, à l'ONESI, à l'Office national de l'état civil et de l'identification. Et après les explications, il se trouve qu'il y a un manque de communication. À quel niveau? On ne communique pas assez au niveau de la population, c'est-à-dire de l'ONESI elle-même. Parce que... Alors, je veux comprendre de communication de l'ONESI vers les populations. Vers la population. Bon, l'ONESI en face vous répondra qu'elle communique. Nous avons reçu ici un responsable de l'ONESI qui nous a dit qu'ils avaient déployé toute une machine pour se rapprocher des populations et les informer. Donc, je dis, vous ne pouvez pas dire que l'ONESI ne communique pas. Ah, moi j'ai dit qu'il y a un déficit. Il communique, mais il y a un déficit. OK, à quel niveau? Au niveau de la population, parce que si la communication était passée normalement, beaucoup de citoyens n'allaient pas se plaindre aujourd'hui pour dire qu'on n'a pas nos cartes d'identité. Et on me dit qu'on envoie les messages par texto, enfin les messages dans les différents appareils, mais nos parents qui ne savent pas lire, comment ils vont le faire pour mais donc, qu'est-ce qui devrait être fait? Qu'est-ce qui devrait être fait, selon vous, M. Kouakou? Les centres d'enrôlement, il faut multiplier la communication, parce qu'au niveau même en langue vernaculaire, si vous voyez, il faut aller vers cela. Il faut voir les chefs de communauté, il faut voir les guides religieux, tous ceux qui peuvent communiquer pour que chacun puisse s'approprier le processus sésame. Parce que si vous n'avez pas de carte d'identité, c'est comme si vous n'existez pas. Un poulet sans propriétaire. Je vais vous mettre à l'aise, monsieur Nguessan. L'ONESI, justement, pour répondre à toutes ces préoccupations-là, lance à partir d'aujourd'hui une opération dénommée les journées de réclamation. Et ces journées de réclamation vont partir de ce jour, mardi 17 mai 2022, jusqu'au 31 mai 2022. Bon, on imagine et on espère que ça va venir résoudre le problème que vous êtes en train d'évoquer. Ce que nous recherchons, c'est que tout un chacun, tout Ivoirien âgé de 18 ans puisse avoir sa carte nationale d'identité. Et plus rapidement. Ils m'ont dit que ça dure 45 jours. 45 jours, OK. 45 jours. Alors que depuis 2018, il y a des personnes qui n'ont pas obtenu. 2018, ça y est là. Il y en a même qui se sont fait enrôler 2 fois de suite.
Bon, j'ai demandé pourquoi 2 fois. On me dit il y avait l'ONI et en 2020, c'est passé à l'ONU ici. Donc, à les fichiers, entre-temps, se sont perdus. Entre-temps, on ne sait pas où sont passés les dossiers de ces personnes-là. Oui. Donc, il faut venir reprendre. Il y a un qui a repris 2 fois, et jusque-là, il n'a pas encore sa carte d'identité. Et ça, ce sont des choses à corriger rapidement pour que tout le monde puisse savoir. On dit que les cartes ont été produites. Oui. Mais ça a été produit. C'est où? Et on prend ça où? Donc, avec cette journée, je pense qu'ils vont pouvoir nous indiquer là où il faut retirer nos cartes ou bien là où il faut aller faire pour que rapidement on ait notre carte. Merci, M. Nguessan Kouakou. Je rappelle, président de l'Union générale des consommateurs, d'être venu parler avec nous de ce sujet important qui concerne la carte nationale d'identité et des quelques petites difficultés auxquelles sont confrontées au quotidien certaines populations qui disposent de ce précieux sésame pour pouvoir faire leurs opérations quotidiennes. Notre invité du jour, c'est Maître Vanessa Ba-Leroux, avocate. Bonjour, Maître. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir ce matin pour parler d'un sujet combien important, celui de l'inspection du travail. Avec vous, aujourd'hui, on va tout savoir sur cet agent qui, normalement, est là pour faciliter la tâche aux employeurs et aux employés. C'est bien cela? C'est ça. Est-ce qu'avec vous, déjà, on peut savoir ce que c'est que l'inspection du travail? Alors, l'inspection du travail, c'est tout simplement une émanation de ce qu'on appelle l'administration du travail. Okay. Un service du ministère en charge de l'emploi, du travail. Oui, oui. Et dans cette administration, on va retrouver, donc l'inspection du travail, on va retrouver des inspecteurs, mais aussi des contrôleurs et des attachés du travail. Okay. Donc, toutes ces personnes-là vont concourir à résoudre les litiges qui peuvent exister entre employeurs et employés, mais aussi à faire en sorte que la législation du travail soit appliquée. Bien, législation du travail que les travailleurs ne maîtrisent pas toujours, parce que les cas sont tellement légion. Qu'est-ce que l'inspecteur du travail, à côté de tout ce que vous avez cité, qu'est-ce qu'il fait exactement? Alors, concrètement, la loi vous dit que l'inspecteur du travail est là pour constater les manquements sur procès verbal. Donc, c'est dire que c'est important. Ce sont des agents assermentés. Ça veut dire qu'ils prêtent serment devant le tribunal de remplir leurs fonctions. Et dans le cadre de ces fonctions-là, ils peuvent être amenés à constater des infractions au droit du travail, c'est-à-dire que des entreprises, par exemple, ne respectent pas le nombre d'heures de travail, les salariés ne sont pas en sécurité, ils travaillent dans des industries lourdes et ils n'ont pas de protection. Toujours protégés, oui. Exactement, ils ne sont pas déclarés aux organismes de prévoyance sociale. Alors, maître, on va marquer une petite pause. D'accord. Donc, si je vous suis bien, oui. Quelqu'un qui travaille, je passe le bonjour à toutes les personnes qui travaillent dans les usines et tout ça, qui sont dans des zones industrielles un peu partout à Abidjan ici. Ces agents-là qui travaillent dans des usines où ils manipulent des produits souvent toxiques, s'ils n'ont pas les protections qu'il faut, ils peuvent aller à l'inspection du travail. Absolument. Et l'inspection du travail n'est pas là forcément pour créer un conflit, pour mettre les gens entre guillemets en palabre. Oui. Mais l'inspection du travail est là, comme je l'ai dit, pour vérifier que la loi sur le travail est bien appliquée. Et donc, dans la loi sur le travail, la loi prévoit que les travailleurs doivent être protégés, leur santé, leur sécurité doivent être assurées. Et donc, l'inspecteur du travail est là pour ça. Donc, dans l'exemple que vous donnez, si par exemple, vous travaillez dans une industrie qui est dangereuse, avec des produits dangereux, vous n'avez peut-être pas de gants, vous n'avez pas de masque, vous n'avez pas de casque, vous n'avez pas de chaussures adaptées, vous avez le droit d'aller vers l'inspection du travail pour dire attention, voilà ce que je fais au quotidien dans le cadre de mon travail, mais je ne suis pas correctement protégé. À ce moment-là, l'inspecteur du travail est habilité, de par ses fonctions, à interpeller l'employeur pour dire attention. Juste interpeller? Interpeller l'employeur. Il peut se déplacer aussi dans les locaux, venir constater comment se passe le travail. Est-ce que la loi est respectée de ce point de vue-là? Et donc, il pourra alors constater sur place qu'il n'y a pas de casque, il n'y a pas de chaussures adaptées, il n'y a pas de gants, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de lunettes de protection, etc. Donc, l'inspecteur du travail, on peut venir le trouver dans les locaux de l'inspection du travail, mais il a la possibilité, en présentant sa carte professionnelle, d'entrer dans les locaux qui sont soumis à la loi sur le travail, donc dans toutes les entreprises qui emploient du personnel. Mais là, on est en train de parler de quelque chose de tellement sensible. Je veux dire, malheureusement, je vais le dire comme ça, certaines personnes qui travaillent dans ce genre d'entreprise-là ont peur de perdre leur emploi.
Donc, souvent, ils acceptent de travailler dans des conditions de griffe exécrables, hein, juste pour préserver leur petit pain. Ces personnes-là, c'est quoi le message que vous avez pour elles aujourd'hui? Bien, ces personnes-là peuvent se tourner vers l'inspection du travail, d'où l'importance du sujet d'aujourd'hui. Oui, parce vraiment. que c'est finalement parce qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de méconnaissances autour de cette administration qui est très importante, de ce corps de fonctionnaires qui est très important et qui régit toute la vie des entreprises privées, hein, finalement. Donc, il ne faut pas hésiter à aller vers les inspecteurs du travail. Et puis, comme vous m'interpellez sur le fait que potentiellement, il peut y avoir des conséquences dans le fait de dénoncer les conditions de travail, mais vous pouvez tout simplement informer l'inspection du travail. Les inspecteurs peuvent se déplacer sans mentionner que tel ou tel salarié nous a informé que. Tout simplement dire, on a été informé que, et on est venu faire le contrôle sur place. Maintenant, Maître, il y a une autre question qui concerne directement l'inspection du travail, j'imagine, vous me direz. Hein. Dans les cas de licenciement, on a eu la période Covid où certaines entreprises, pour motifs économiques, ont licencié de nombreux agents. Qu'est-ce qu'il fallait faire exactement? Eh bien, dans les cas de licenciement économique, la procédure est très stricte. Il faut informer l'administration, 2 entités notamment, l'inspection du travail en premier lieu et le Conseil national du dialogue social, qu'on appelle le CNDS dans le jargon. Et ces entités-là vont vérifier que non seulement la procédure en matière de licenciement qui est prévue par la loi de licenciement collectif pour motif économique est respectée par l'entreprise. Donc l'inspecteur du travail va suivre tout le processus, il va participer aux réunions qui sont prévues, il sera informé au fur et à mesure. Et le Conseil national du dialogue social va, lui, vérifier que le motif économique qui est avancé par l'entreprise pour mettre fin au contrat de ses salariés est justifié. Donc, on va demander, par exemple, le bilan sur 2 ans, sur 3 ans, les documents qui justifient de la difficulté économique que traverse l'entreprise. Donc, l'inspection du travail est toujours associée aux procédures de licenciement qui vont toucher les salariés en Côte d'Ivoire. Bon, je veux dire, je continue de parler des cas de licenciement hein, parce que les cas d'abus sont légion, hein, malheureusement en Côte d'Ivoire ici. Je veux dire, dans ce cas-là, quelqu'un qui est licencié de façon abusive, quel moyen de recours il a? Quand il va voir l'inspecteur du travail, qu'est-ce que l'inspecteur du travail peut faire? Parce qu'il y a tellement de cas aussi où les gens se sont tournés vers l'inspection du travail, peut-être par méconnaissance des procédures à suivre, qui n'ont pas pu avoir satisfaction. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement quand on va vers l'inspecteur du travail? Quand on saisit l'inspection du travail, il y a une conciliation qui est tentée avec l'employeur. Oui. Donc quand on est côté salarié, hein, parce que ça peut arriver que l'employeur aussi se tourne vers l'inspection du travail. Mais côté salarié, le travailleur qui va aller à l'inspection du travail va saisir l'inspection. Il y a un inspecteur qui va être désigné pour suivre son dossier. Donc quand il suit son dossier, il essaye une conciliation avec l'employeur, c'est-à-dire que l'employeur va être convoqué, le patron donc va être convoqué à l'inspection et les deux personnes vont pouvoir se rencontrer là-bas. Donc l'employeur ou son représentant, que ce soit son conseil ou un salarié de l'entreprise, mais muni d'un pouvoir du représentant de la société. Donc, ils se présentent tous les deux devant l'inspection. L'inspecteur explique, voilà, votre salarié se plaint de telle ou telle chose, qu'est-ce que vous en dites? Comment est-ce qu'on peut arranger la situation? Si on n'est pas encore au stade du licenciement, que ce sont des griefs ou alors des problèmes ou des soucis que le travailleur a reportés à l'inspection du travail, à ce moment-là, l'inspecteur va essayer de trouver la solution afin que les conditions de travail soient améliorées. Si on est dans un cadre de licenciement, que le travailleur estime être abusif, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas les procédures en vigueur, etc. Donc, à ce moment-là, l'inspecteur va donner la possibilité aux 2 parties de se concilier. Elles ont la possibilité de faire ce qu'on appelle une transaction, c'est-à-dire de s'arranger. Il y a des droits qui sont demandés, des sommes qui sont demandées, par exemple parce qu'on n'a pas déclaré son salarié à la CNPS, parce qu'on n'a pas respecté la procédure de licenciement, etc., etc. Donc sur les sommes qui sont demandées, l'employeur peut dire, voilà, moi ce que je vous propose, si le salarié est d'accord, à ce moment-là, l'inspecteur du travail va dresser ce qu'on appelle un procès verbal de transaction, c'est-à-dire que les 2 se sont mis d'accord, on met ça sur un papier, les 2 parties signent, et à ce moment-là, le travailleur ne peut plus derrière revenir dire attention, j'avais oublié, je reviens me plaindre. Il a donné son accord. Il a donné son accord, il a reçu les sommes qu'il devait recevoir et l'accord est terminé. Si au contraire les 2 parties n'arrivent pas à se mettre d'accord, l'inspecteur va dresser ce qu'on appelle un procès verbal, un PV de non-conciliation, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Et ce procès verbal de non-conciliation-là, il est transmis au tribunal du travail
Et c'est aux travailleurs de faire ce qu'on appelle une requête, c'est-à-dire de saisir officiellement le tribunal du travail du litige qu'il oppose à son employeur. Et en fait, l'inspecteur du travail est un petit maillon de la chaîne dans ce cas-là. C'est le premier maillon. Oui. C'est la première entrée dans le cadre de la grande administration du droit du travail, si vous voulez. Mais c'est un maillon très important, donc on ne peut pas dire petit maillon, parce que ces prérogatives sont très importantes, même s'ils sont méconnus, ce qui est dommage, mais leurs missions sont très importantes et les capacités d'action qu'ils ont sont très importantes. Pour les délégués du personnel, normalement, il y a une procédure spéciale pour les licenciés. C'est ça. Dans le cas où on licencie un délégué du personnel, qu'est-ce que l'inspecteur du travail peut faire pour le rétablir dans ses droits? Les délégués du personnel, les représentants syndicaux font partie de ce qu'on appelle la catégorie des travailleurs protégés, puisque eux-mêmes, leur travail, c'est d'être au service. Leur mission, une de leurs missions en plus de leur emploi, c'est d'être au service et de protéger les droits des autres salariés. Oui. Donc, pour les licenciés, ça suit une procédure particulière, eu égard à leur qualité de travailleurs, de salariés protégés. Oui. Donc, il faut demander l'autorisation de l'inspection du travail. Donc, le motif de licenciement est soumis à l'inspection du travail qui va s'assurer que ce ne sont pas des représailles qui sont exercées du fait des fonctions de délégué du personnel ou de représentant syndical. Voyez. Donc, c'est dans ce cadre-là. Et quand la procédure est enclenchée, donc l'employeur informe l'inspection du travail, le salarié concerné va être convoqué devant l'inspection du travail et va pouvoir donner des éléments. Donc, s'il a des éléments qui prouvent que c'est plutôt des représailles qu'un motif justifié de licenciement, à ce moment-là, croyez-moi, l'inspection du travail refuse d'autoriser le licenciement du salarié. Si au contraire, il n'y a pas d'éléments qui porteraient à croire qu'il s'agit d'une sanction déguisée en raison de l'activisme du salarié protégé, eh bien, le licenciement peut être autorisé. Maître, l'inspection du travail, surtout l'inspecteur plutôt, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, est-ce qu'il a le droit de divulguer les informations qu'on lui met à disposition? Alors non, je vous disais tantôt que c'est un agent assermenté, donc il prête serment devant le tribunal d'exercer ses fonctions, mais surtout de ne pas divulguer les informations. Donc il est soumis au secret professionnel? Il est soumis au secret professionnel. Il ne doit pas divulguer les informations dont il a connaissance, donc les secrets de fabrication par exemple, ou les procédés d'exploitation. Et on vous dit aussi qu'il n'a pas le droit de divulguer les informations sur les infractions à la législation du travail, non seulement pendant ses missions, mais après qu'il ait arrêté ses fonctions d'inspecteur du travail. Donc, par exemple, est-ce que ce n'est pas protéger les employeurs, bon, je dirais en griffe véreux? Je veux dire, ils commettent des infractions, mais il faut les dénoncer pour que tout le monde le sache. Alors, il y a deux choses. Est-ce que ce n'est pas ce qui devrait être fait? Il y a deux choses. Je pense que chacun de faire son travail. Si les infractions sont reportées à l'inspection du travail et que, comme je vous disais tout à l'heure, elles finissent par arriver sur le bureau du juge du travail, à ce moment-là, je pense que les audiences sont publiques. Oui. On finira par avoir cette information-là. Ça, c'est la première chose. Mais imaginez-vous une entreprise qui n'aurait pas commis d'infraction à la législation sur le travail et puis un inspecteur qui divulguerait des informations sur une entreprise en disant voilà, ceux-là, ils ne sont pas bien, voilà ce qu'ils ont fait, etc. Et puis finalement, on se rend compte que... Si c'est avéré. Mais ce n'est pas sa fonction. Je pense que lui, il est là pour exercer les missions qu'on est en train de décrire depuis le début de cette rubrique. Donc, chacun son rôle. Au niveau de la justice, les audiences sont publiques, donc on pourra avoir l'information. Et puis, en tout état de cause, je pense que les journalistes sont bien placés pour divulguer les informations qui sont recoupées, bien entendu, selon la déontologie journalistique concernant des personnes qui commettraient des infractions à la loi du travail. De quels moyens il dispose pour travailler, l'inspecteur du travail, et jusqu'à où il peut aller dans l'exercice de ses fonctions? Alors, il peut aller jusqu'à entrer dans l'entreprise, y compris sans l'accord de l'employeur. Okay. Par exemple, il a des informations... Sans l'accord? Oui, sans l'accord. Il va forcer la porte. Il ne va pas forcer, mais il va se faire assister par la force publique. Donc, il va se faire assister par des policiers, par des gendarmes, qui, eux, ont la possibilité de le faire, puisqu'ils sont agents et officiers de police judiciaire. Donc, il a la possibilité d'entrer dans les locaux, y compris sans l'accord. Parce qu'il y a des situations, par exemple... Et ça, c'est un exemple réel de salariés, par exemple, qui étaient régulièrement enfermés par leur employeur dans une pièce close. Oui, on a eu des cas où il y a eu des incendies dans des malheureusement, usines, donc ils manipulent des produits dangereux et puis on les enferme de l'extérieur. Donc pas de possibilité de sortir, pas de possibilité de se soulager.
d'aller au lieu d'aisance, pas de possibilité de sortir tout simplement de la pièce. Et puis il y a un incendie malheureusement. Et là, les gens décèdent dans des conditions atroces. Donc là, si l'inspection du travail a l'information et que l'employeur ne veut pas laisser l'inspection du travail accéder aux locaux, à ce moment-là, une réquisition est faite tout simplement à la police ou à la gendarmerie qui va aller sur les lieux avec les inspecteurs du travail pour aller constater tous les manquements qui sont faits et puis mettre l'employeur. Donc c'est vrai qu'il y aura infraction à la législation sur le travail, mais dans ce cas-là, quand la vie... C'est un cas de flagrant délit. S'il y a une infraction, mise en danger, s'il y a des blessures, s'il y a des décès, on peut aller même sur un homicide... sur des infractions d'homicide, donc ce sont des infractions très graves. Et là, on va basculer du côté pénal avec des peines d'emprisonnement et d'amende à la clé. Et ces peines d'emprisonnement, là, elles peuvent aller jusqu'à combien? Pour des cas aussi graves. On tombe dans le droit commun, donc ça peut aller jusqu'à 10 ans, ça peut aller même jusqu'à l'emprisonnement à vie s'il y a eu homicide, s'il y a des circonstances aggravantes, etc. Donc c'est des peines extrêmement lourdes qui sont encourues. Il ne faut pas penser qu'on est uniquement sur le domaine du travail. Quand il y va de l'intégrité physique des individus, on peut basculer sur des infractions très graves qui tombent sous le coup de la loi pénale. En tout cas, merci pour toutes ces informations que vous nous donnez. Si on devait résumer le rôle de l'inspecteur du travail, ce serait quoi? L'inspecteur du travail est là pour veiller à ce que toutes les lois sur le travail soient bien appliquées sur toute l'étendue du territoire. Il y a des inspections du travail dans toutes les villes, dans toutes les communes. Donc il ne faut pas hésiter à se tourner vers eux, non seulement pour avoir de l'information juste en matière de droit au travail, que ce qu'on soit employeur ou salarié. Et puis, il ne faut pas hésiter aussi à les informer, même si on n'est pas employé de l'entreprise, mais qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas très correctes, on a le droit en tant que citoyen d'informer l'inspection du travail qui, à ce moment-là, pourra aller faire des contrôles sur place. Donc, c'est un corps très important qui mérite d'être connu. Et je rends hommage et je salue tous les inspecteurs du travail avec qui j'ai pu faire connaissance dans l'exercice de ma profession. En tout cas, beau clin d'œil à tous ces inspecteurs du travail. Là, maintenant, mettre à l'endroit des salariés, c'est quoi le message pour eux? À l'endroit des salariés, s'il y a une problématique, si vous avez une question, sur, par exemple, même ne serait-ce que le calcul de vos heures supplémentaires, si vous avez une question sur vos départs en congé, on vous empêche d'aller en congé, ou on vous grignote vos congés, n'hésitez pas à aller vers l'inspection. Tout ce qui concerne le droit du travail, tout ce qui concerne le contrat de travail, vous n'êtes pas déclaré depuis des mois, des années, vous avez la possibilité d'aller vers l'inspection du travail. Et pour les employeurs aussi, dès que vous commencez à exploiter votre entreprise, n'hésitez pas à vous tourner vers l'inspection du travail pour avoir de l'information juste concernant la gestion de vos salariés. Ça va vous éviter certaines déconvenues. Maître Vanessa Leroux, merci. Merci à vous. Et puis, on va vous retrouver mardi prochain pour un autre sujet, j'imagine, tout aussi intéressant qui va permettre aux populations qui nous suivent du lundi au vendredi, bien évidemment, de comprendre certaines fonctions et de tout savoir sur ce qu'il leur faut pour bien vivre tranquillement. Eh bien, on va vous rappeler les infos jour J de ce mardi 17 mai 2022. On aura aujourd'hui le lancement de l'opération Les Journées de réclamation, opération initiée par l'Office national de l'état civil et de l'identification, opération qui démarre aujourd'hui et qui va s'achever le 31 mai 2022 et dont l'objectif est de permettre à toutes les personnes qui se sont fait enrôler de pouvoir entrer en possession de leur carte nationale d'identité. Autre information qui se déroule aujourd'hui, c'est la demi-finale de la Coupe UFOA-B qui concerne les U20 et la Côte d'Ivoire. Les Éléphantaux participent à cette compétition face aux Golden Eagles du Nigeria et ce match va se jouer au stade Séni-Kouché, c'est à Niamey au Niger et en cas de victoire, les Éléphantaux pourront participer à la CAN 2023 de leur compétition qui va se jouer au Maroc. En tout cas, bonne chance aux Éléphantaux et puis le Salon international du livre d'Abidjan aura lieu à Trècheville au Palais de la Culture. C'est aujourd'hui que démarre cette activité autour du thème engagement pour un électorat africain actif et durable. Je voudrais dire merci à Jacques Brou, réalisateur de cette émission, et à toute son équipe, tous les cadreurs qui ont participé à cette émission, qui nous ont permis d'aller jusqu'à son terme. Merci à Anne-Zélika Oura, rédactrice en chef de cette émission. Et merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On va se retrouver demain dès 6h25 pour un autre numéro de Matin Bonheur.